Installez-vous confortablement. Bienvenue. Merci d'être parmi nous. Donc, je vous présente Aurore de Goodvest qui va interviewer Sofiane et Zeyna. Aurore, je te laisse te présenter Goodvest et à tout à l'heure. Merci et bonsoir à toutes et à tous. En tout cas, je suis ravie d'être ici sur ce plateau en bonne compagnie, donc avec Sofiane et Zeyna. Je vais commencer par vous parler un petit peu de moi. Puis après, promis, les projecteurs seront braqués sur vous deux. Donc, moi, je m'appelle Aurore Pinon-Jacques. Je suis aujourd'hui lead founder et CMO de la startup Goodvest, dont je vous dirai quelques mots juste après. Pour tout vous dire, j'ai démarré ma carrière entre guillemets dans des secteurs assez différents. J'ai démarré dans le luxe, ensuite j'avais fondé ma propre boîte dans le textile, on aura l'occasion d'en parler, puisque j'avais créé une marque de collants et chaussettes en matière recyclée. Et puis il y a quelques années, j'ai fait une très belle rencontre. J'ai rencontré deux personnes, Antoine et Joseph, qui sont les deux fondateurs d'origine de la boîte Goodvest, que j'ai donc rejoint en tant que lead founder. Donc, ce qu'on propose chez Goodvest, c'est des solutions d'investissement responsables. Alors, ne vous enfuyez pas en courant en vous disant « Non, je ne suis pas venue ici pour entendre parler de finance et d'investissement, je vous promets, ça va être bien ». En fait, le concept de Goodvest, il est parti d'un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens, comme vous et moi, ont de l'épargne, en tout cas cherchent à épargner, et généralement, on cherche à investir cette épargne pour qu'elle génère du rendement et qu'on puisse construire ses projets d'avenir, peut-être acheter une maison un jour, ou d'autres projets, peut-être créer sa boîte un jour, peut-être que ça vous parle. Et le problème, c'est que pour générer des rendements, cet argent, il doit être investi quelque part, il doit atterrir à un endroit et il doit travailler. Donc, je pense que vous voyez les choses venir. Aujourd'hui, la majorité, une très grande partie de l'épargne des Français et des Françaises est investie dans des secteurs que, personnellement, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas très envie de financer. Le pétrole, le charbon, le gaz, le tabac, l'armement, ce genre de choses. Donc, Antoine et Joseph se sont dit, il y a quelques années, ce serait cool de proposer une alternative qui permet aux gens, tout simplement, de choisir ce que leur épargne va financer. Donc, des trucs plutôt sympas, du type transition écologique, forêt, accès à l'eau, emploi et solidarité. Et ça, de manière hyper accessible, ça se fait entièrement en ligne. Pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu, c'est sous la forme d'assurance vie et de plan d'épargne retraite. Et donc, on fait fructifier, j'allais dire fluctuer, on fait fructifier votre argent de manière à financer des choses qui sont plutôt sympas pour l'environnement et pour les gens. Donc, la boîte existe depuis 2020. On a fait notre lancement commercial en 2021. Moi, j'ai rejoint l'équipe dans la foulée. Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes. Donc, une très, très belle évolution. On a fait une levée de fonds en série A il y a quelques mois de 10 millions d'euros. Donc, dans un contexte, pour celles et ceux qui connaissent, qui n'était pas hyper propice. Pas hyper propice aux levées de fonds. Donc, pour nous, c'était vraiment un gage de confiance. Et c'est quelque chose qui nous honore et qui montre l'importance de la mission qu'on porte chez Goodvest. Et aujourd'hui, on a réuni plus de 6000 investisseurs qui ont donc choisi de mettre leur épargne au service du climat. Donc on en est très fiers, ils ont investi plus de 60 millions d'euros, donc c'est pas négligeable. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, aujourd'hui, à l'échelle du monde entier, les besoins de financement de la transition sont 2 fois inférieurs à ce qu'ils devraient être si on veut vivre dans un monde qui est vivable et viable pour toutes et tous dans quelques années. Donc on en est encore loin, mais avec Goodvest, on fait les choses de manière pragmatique et on essaie de servir au mieux les épargnants et les épargnantes qui nous choisissent. D'ailleurs, on avait une petite vidéo, c'était un témoignage client, la régie. Je ne sais pas si c'est possible de le diffuser. Oui, je vous envoie ça tout de suite. Merci. Donc c'est un témoignage d'un client. En 2021, donc une entreprise qui était à l'époque, je trouvais extrêmement pionnière. Moi, je m'appelle donc Pierre-Antoine, j'ai 27 ans, j'habite à Paris et dans la vie, je suis analyste en risque climatique. Pourquoi Goodvest? Là, j'ai 2 mots qui me viennent à l'esprit, c'est transparence et rigueur. Donc, tout d'abord, une méthodologie très claire sur la sélection des fonds. On va gratter ce qu'il y a en dessous du label pour voir vraiment dans quelles entreprises on investit et de quelle manière. Donc ça, vraiment dans un choix aussi assez personnalisé au niveau des thèmes, que ce soit la forêt, la transition écologique ou bien la santé. Et le tout vraiment dans une transparence où il n'y a pas de frais cachés et on peut aussi estimer quel va être notre retour sur
d'investissement financier en fonction du profil de risque associé. Donc j'ai commencé à investir chez Goodvest en septembre 2021, donc en tant que bêta-testeur, donc une entreprise qui était à l'époque, je trouvais, extrêmement pionnière dans la manière de sélectionner les fonds et pour nous permettre de rediriger notre épargne vers des projets qu'on a envie de soutenir. Je n'aurais pas vraiment pu le faire sans Goodvest, dans le sens où aller investir donc, dans des projets comme ça soutenables, ça demande beaucoup d'investissement personnel pour aller chercher les fonds, les entreprises, etc. Et le fait d'avoir un tiers de confiance pour nous permettre d'aller soutenir ces projets responsables et de mettre notre épargne personnelle, disons que ça simplifie vraiment la vie. Voilà, je crois que Pierre-Antoine a quasiment tout dit. Pour la petite histoire, donc c'est un authentique client de Goodvest. On n'a pas pris d'acteur pour cette vidéo. Pierre-Antoine est en réalité l'un de nos tout premiers clients. Donc on était hyper contents et hyper fiers de tourner ce témoignage avec lui. Il a dit des choses d'ailleurs que j'ai oublié de vous préciser. Effectivement, la transparence, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. C'est bien beau de vous promettre qu'on va placer votre argent correctement. Encore faut-il que vous ayez des preuves à l'appui. Donc, par exemple, si vous investissez chez Goodvest, vous allez avoir un espace client dans lequel vous allez avoir des chiffres sur l'impact de votre argent sur l'environnement et sur la biodiversité. Donc voilà, on a été un des premiers, enfin on est toujours le premier acteur aujourd'hui à faire ça en France. Donc on en est hyper fiers et puis on va continuer à aller toujours plus loin pour avancer et faire avancer l'épargne des Français, de préférence dans la bonne direction. Je pense que j'ai à peu près tout dit à propos de Goodvest. N'oubliez pas d'aller sur notre site goodvest.fr et de nous suivre sur Instagram, TikTok, YouTube et LinkedIn. Et maintenant, on peut passer à la suite, à nos invités. Sofiane, Zeyna, je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui sur le plateau. J'ai beaucoup de questions à vous poser et j'en ai une qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Zeyna, pourquoi est-ce qu'il y a un petit pot de lait laitière sur la table ? Justement, donc pour rester dans le sujet de tout ce qui est transition écologique, financer des projets éco-responsables, en tout cas tout ce qui est en fait la consommation différente. Donc moi, ce que j'ai créé, c'est une marque de bougies qui s'appelle Le Carité. Donc le concept, en fait, c'est que ces petites bougies-là que vous voyez sont réalisées dans un petit pot qui avait déjà une première vie. Donc en gros, on récupère des bocaux auprès d'hôtels, de fromageries. D'ailleurs, c'est marrant parce que juste avant de rentrer, on se disait est-ce que j'ai mangé beaucoup de pots de yaourt, etc. En vrai, c'était le cas pendant la première année de mon entreprise. Et en fait, au fur et à mesure que l'entreprise s'est développée, en fait, j'ai dû réfléchir à comment trouver ces petits bocaux en plus grande quantité pour en fait, justement faire découvrir les senteurs inspirées de mes origines. Donc moi, en fait, je viens du Sénégal et de la Guyane française. Donc mon père vient du Sénégal, ma mère de la Guyane française. Et j'avais beaucoup de mal à l'époque à trouver des bougies avec des senteurs un petit peu différentes. Donc c'est un peu comme ça que le concept est né, avec à la fois ce côté où je voulais en fait partager mes origines au travers d'une bougie et en même temps avoir ce petit geste éco-responsable où en fait chaque petite bougie a déjà une première vie, donc a déjà en fait servi avant de devenir une bougie par la suite. Voilà, et donc du coup c'est l'entreprise que j'ai créée en 2019, du coup donc ça fait 4 ans. Aujourd'hui on a plus de 2000 clients sur notre site régulier. Pareil, il y a de très grandes entreprises qui nous ont fait confiance, parce qu'on a aussi une partie où on fait des services, donc des entreprises comme Engie, les Galeries Lafayette, Le Printemps, pour tout ce qui est atelier éco-responsable, donc team building, encore une fois avec des petits bocaux auxquels on va redonner une seconde vie. Voilà un peu le concept du Carité. Eh bien, félicitations. Et moi j'ai plusieurs questions qui me viennent, parce qu'au-delà du contenant, j'imagine qu'une des choses qui va peut-être démarquer ta marque, c'est aussi la composition des bougies. C'est quoi le problème avec les bougies traditionnelles, entre guillemets ? Je veux savoir, parce que j'ai un Secret Santa qui tous les ans m'offre des bougies, donc s'il y a un problème, je veux être au courant. C'est vrai, ouais, c'est vrai. En fait, il y a pas mal de controverses dans le monde de la bougie, surtout par rapport à ce qui est les cires minérales. Donc en fait, c'est des cires qui sont à base d'éléments qui sont minéraux, donc ça peut être le pétrole ou d'autres substances. Tout ce qu'on aime. Exact. Et du coup, la problématique, en fait, c'est que malheureusement, lorsqu'on met ça dans une bougie, ça va aussi se retrouver dans l'air qu'on est en train de respirer. Et du coup, c'est pas forcément le mieux. Donc nous, c'est vrai qu'au niveau de la composition, je sais pas si on voit là bien au niveau de la caméra. Après, c'est vrai que comme c'est écran un peu petit, je pense avec le zoom, c'était pas mal tout à l'heure. Mais du coup, au niveau de la composition, il y a de la cire de soja, des beurres végétaux. Donc cire de soja, beurre de karité, un peu de beurre de coco, de l'huile d'amande douce et du parfum de grasse. Donc vraiment, c'est une composition qui est transparente parce que justement, en fait, on veut démocratiser en fait une bougie qui est plus saine. Et en plus, ce qui est bien avec la cire de soja, c'est qu'elle va durer aussi plus longtemps. Donc en fait, c'est un peu le meilleur des deux mondes. À la fois, c'est une bougie qui va moins polluer et en même temps, c'est une bougie qui va durer plus longtemps.
D'accord. Alors, Sofiane, je ne vais pas te demander quel est le problème avec la fast fashion et avec le secteur de la mode en général, parce que je pense que tout le monde est un peu au courant. C'est plutôt clair. Voilà. Mais par contre, il y a une autre question que j'ai envie de te poser. On en parlait juste avant de rentrer sur le plateau. Tu es ingénieur de formation. Ouais. C'est ça, hein, ça j'ai juste OK. Que s'est-il passé? Bah écoute, non, en fait, j'ai fait une école d'ingénieur en sachant dès ma première année que j'allais pas faire ingénieur. C'était un peu déjà calculant, on va dire, entre guillemets. Mais non, en fait, l'envie de faire de l'entrepreneuriat, elle est là depuis le début fin du collège, début du lycée. Et en gros, je dirais que tous mes choix scolaires et ensuite même professionnels ont été faits en fait à l'idée dans l'objectif d'être le plus prêt possible, le plus complet possible, dans l'idée d'entreprendre ensuite en second temps. Donc j'ai fait une école d'ingé en me disant que c'était parce qu'au final en 2011-2012 maintenant, il n'y avait pas forcément de formation d'entrepreneuriat, ça n'existait pas. Du coup j'ai fait une formation ingénieur en me disant que c'était celle qui me mettait le plus en sécurité. J'avais la possibilité de le faire, donc j'ai pris cette formation-là. Mais ensuite, derrière, tous les stages et ensuite toutes les expériences professionnelles que j'ai fait ensuite ont complété, on va dire, cette formation ingénieur pour pouvoir avoir des qualités commerciales dans UX, par exemple, si je veux aller de manière précise, mais voilà. Oui, voilà. Et puis ingénieur, c'est aussi à la base avoir une tête bien faite. Donc l'entrepreneuriat, oui. Pourquoi pas? Oui. Et donc tu es le fondateur de Osm. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors moi j'ai lu sur ton site internet, sur votre site internet, pardon, ouais. Une alternative à la fast fashion. Oui, carrément. Je trouvais que c'était culotté. Ah bah écoute. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? En gros, Osm aujourd'hui je le présente comme un collectif qui a pour but de mettre en lumière et d'accompagner des créateurs mode émergents dans le développement de leur marque, dans le développement de leur visibilité. Et en gros, je le propose sur 2 formats. Un format plateforme digitale où ce qu'on peut voir là, donc avec la possibilité pour chaque créateur d'avoir un portfolio, une boutique e-commerce, etc. Et en deuxième support, c'est des concept stores que je vais organiser au fil de l'année. Donc deux par an de manière générale. Pour cette fois-ci, donc là, ça ressemble plus je dirais, à un lieu de vie. Où en fait l'idée c'est de créer de l'interaction entre créateurs qui développent sa marque, qui essaient de lancer sa marque, qui est indépendant et seul d'une certaine manière, et avec des consommateurs qui l'idée c'est de leur faire comprendre un peu plus ce qui se cache derrière une pièce de créateur, un vêtement qui est issu d'un savoir-faire et d'une spécialité d'une certaine manière. Redonner du sens finalement. Exactement, tu as les bons termes. Et comment est-ce que tu sélectionnes les créateurs et les créatrices? Est-ce qu'il y en a qui font des bougies au-delà des vêtements? Non, pour le coup, je suis focalisé actuellement sur des marques de vêtements, de bijoux, d'accessoires. En second temps, pourquoi pas, de la décoration. J'ai eu l'occasion d'en faire sur les 2 derniers concept stores avec du mobilier. Mais en gros, ma sélection, elle se fait sur 2 critères. Donc c'est quand même une sélection assez rigoureuse où il y a 2 critères. Le premier, c'est vraiment, je dirais, la direction artistique. C'est s'assurer que chaque créateur a vraiment sa démarche à lui, sa direction artistique, son univers, sa vision, sa manière de faire. C'est limite s'il a un message à retranscrire à travers ses pièces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la dimension éco-responsable. C'est s'assurer que chaque créateur, chaque marque, évidemment, adopte une démarche responsable, que ça soit via l'upcycling, comme on le connaît de plus en plus aujourd'hui, que ça soit par les tissus de stock dormant, qui sont donc des tissus voués à être jetés par des grandes maisons de luxe aujourd'hui. Et enfin, un critère important, c'est surtout que chaque créateur fait du fait main. On n'est pas sur de la production, d'usinage, etc. On est vraiment sur du fait main, un travail artisanal qui va être mis en lumière. Mais donc tout ça, cette mise en avant du savoir-faire, tout le storytelling, la direction artistique dont tu parles, la qualité, ça n'a rien à voir avec la fast fashion. En fait, est-ce que finalement, c'est pas plutôt ce que devrait être le luxe aujourd'hui? C'est bien, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, c'est ça, c'est qu'au final, aujourd'hui, les créateurs modernes, en fait, de manière très globale, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a un peu 2 nouvelles alternatives aujourd'hui qui est dans l'ère de la responsabilité et dans l'idée de donner un peu plus de sens. C'est un peu donc la seconde main, le vintage, et la création mode émergente. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vois en la fripe et le vintage, ce
qui est la fast fashion, l'alternative de la fast fashion aujourd'hui, et la création mode émergente. J'y vois un peu l'alternative au luxe aujourd'hui d'une certaine manière. Mais dans les deux cas, c'est vraiment en tout cas ce que je veux en fait offrir à travers la création mode émergente. C'est pas tant l'aspect que responsable. Évidemment, il y a l'aspect responsable qui est extrêmement important et qui est primordial dans la genèse de Osm, mais c'est aussi cette idée de donner du sens où en fait lorsque tu vas rencontrer un créateur, et c'est tout le principe des concept stores aujourd'hui, c'est en fait le fait de pouvoir rencontrer un créateur et qu'en fait lorsque tu discutes avec lui, que tu réalises qu'en fait que lui ses inspirations c'est le sud-ouest, c'est les plages du sud-ouest, que toi tu viens du sud-ouest et qu'en fait là d'un coup cette pièce elle a plus du tout la même valeur en fait pour toi. Et en fait c'est redonner un peu ce sens-là au-delà de l'aspect purement responsable. Et en parlant de sens et d'histoire et de signification, Zaina, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la création de tes parfums. Donc, j'ai vu qu'il y avait toute une palette olfactive que tu déclinais sur tes bougies. Comment est-ce que tu sélectionnes ces senteurs ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que tu travailles avec un parfumeur ? Comment est-ce que ça se passe exactement ? Alors du coup, pour la composition des parfums, en fait, donc je travaille en étroite collaboration avec des parfumeurs de Grasse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la capitale mondiale du parfum. On va pas se mentir, on a de la chance en plus justement que ce soit une ville française qui est très connue. Et donc du coup, je travaille en étroite collaboration avec eux. Et après, c'est vrai que le côté où j'essaye de, on va dire, faire ce travail de nez. Donc en fait, d'essayer de réfléchir à comment représenter de la manière la plus authentique chaque senteur. Par exemple, là, la bougie que j'ai ramenée, du coup, c'est une bougie au bissap. Je sais pas si vous connaissez cette boisson, si vous avez déjà... Donc, justement, en fait, elle est inspirée de cette boisson-là à base d'hibiscus, avec ses côtés un petit peu sucrés, en même temps presque fruits rouges de la fleur. Donc, c'est vraiment, en fait, ce travail où je vais me dire comment faire en sorte d'avoir une senteur qui est un peu différente que vraiment je trouvais pas du tout avant. Et en même temps, la représenter de la manière la plus authentique possible pour que ceux qui aient justement déjà goûté le bissap se disent « Ah, c'est vrai que là, il y a quelque chose, là !» Voilà un peu ma méthode de travail pour les senteurs. Et justement, pour développer un petit peu plus sur la palette de senteurs qu'on a, donc aujourd'hui, on a un catalogue d'environ une douzaine de parfums, donc qui sont répartis justement donc sur l'Afrique, les Caraïbes et l'Asie. Donc il y en a certains effectivement qui sont inspirés de mes origines, donc l'Afrique et les Caraïbes, mais aussi d'autres qui sont inspirés de voyages. Donc en fait, j'ai eu la chance en étant étudiante de partir en échange, notamment dans plusieurs pays d'Asie. Et pareil, je me suis dit, en fait, même en revenant en France, qu'il y avait très peu, des fois, de senteurs assez atypiques que je retrouvais. Il y avait des senteurs, donc du coup, très atypiques que j'arrivais pas trop à retrouver. Et du coup, qui me rappelaient aussi un échange ou un moment, un voyage. Donc, par exemple, là, pour les senteurs de l'Asie, on a aussi une de nos best-sellers qui est une petite bougie qui est inspirée des mochi, des pâtisseries japonaises. Donc une petite bougie mochi au yuzu, donc c'est pour vous donner un petit peu... Mais est-ce qu'elle tourne tout autour de la cuisine ? Il y en a beaucoup, ouais. Franchement, je suis une grosse gourmande. Oui, j'allais demander, mais qu'est-ce que cela dit de l'équipe fondatrice ? Non, il y a énormément de senteurs qui sont inspirés de la nourriture, honnêtement. Mais après, c'est là aussi où il y a ce côté plaisir en fait qu'on a envie de retrouver dans une bougie, c'est-à-dire ce côté où ça peut être quelque chose de gourmand, en même temps ça dépend un peu du mood dans lequel on est. Donc ouais, non, c'est vrai, il y a ce côté plaisir. Avec le pot de yaourt, tout y est, quoi. Tout est lié, exactement. Et j'ai vu sur tes réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn que tu faisais pas mal d'ateliers et d'interventions pour des grandes entreprises, des grands comptes. C'est quoi un peu l'histoire derrière ça ? Je pense que c'est assez atypique de proposer des ateliers confection de bougies chez, alors je sais plus quels étaient tes clients exactement, mais voilà, des grandes entreprises françaises. Exact. C'est pour du team building. Qu'est-ce que ça crée ? Ça les plonge dans un état méditatif. Quelles sont les vertus de l'atelier de création de bougies ? Ouais, en fait, c'est vrai que c'est venu assez naturellement. Dans le sens où les premières demandes, en fait, elles sont venues de manière très organique. Donc, moi, en fait, je me suis dit, j'ai envie à la fois d'avoir une marque de bougies, mais en même temps, faire découvrir le savoir-faire artisanal. Et pareil, en fait, avoir ce côté où on peut rapprocher les gens au travers d'une activité. Donc, vraiment, en fait, les ateliers bougies, c'est parti de là. C'est parti de ce constat où on se dit, en fait, entre collègues, des fois, on a le temps de passer un petit peu des moments et en même temps, on devrait passer des moments qui sont assez singuliers ensemble. Donc, pourquoi pas, en fait, le faire avec des ateliers bougies. Donc, les premières demandes, c'est venu un petit peu comme ça. On a envie d'organiser un team building. Est-ce que vous avez un savoir-faire particulier ? Et du coup, les premiers ateliers sont venus comme ça, voilà.
Et donc voilà, le concept c'est vraiment pareil. Donc prendre un petit pot qui a déjà une première vie, lui redonner une seconde vie de bougie parfumée. Et chacun en fait peut choisir sa senteur, personnaliser sa bougie. On peut créer sa propre senteur ? Alors créer sa propre senteur, pas encore. Pourquoi pas à l'occasion, si l'occasion se présente. Mais pour l'instant, c'est vraiment juste découvrir le savoir-faire artisanal et faire quelque chose en fait de ses mains. Aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'on est très hyper connecté, voilà, et c'est normal, hein, c'est le sens de l'évolution. Mais ça fait toujours du bien en fait de revenir à ce qui est simple, revenir aux mains, revenir aux choses qu'on fabrique de soi-même. Et à chaque atelier, en fait, je remarque que les participants sont toujours hyper contents en fait de se dire ah ça c'est moi qui l'ai fait, j'ai réussi à faire ça et tout. Donc non, honnêtement, c'est venu assez naturellement et c'est vrai que là aujourd'hui on a, je pense depuis le début de l'entreprise. Sûrement une trentaine de grandes entreprises qui nous ont fait confiance. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, Galerie Lafayette, Le Printemps, Mouji. La semaine dernière, enfin il y a quelques semaines, c'était NJ du coup pour la journée de la femme. Donc vraiment, en fait, toute occasion est une bonne occasion aussi pour découvrir ce savoir-faire aussi. Un beau répertoire client, en tout cas, félicitations. Sofiane, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur Osm, après avoir exploré encore quelques minutes l'univers de la bougie. Est-ce qu'on peut retourner dans le glamour de l'univers de la mode? Donc, chez Osm, tu proposes un concept store qui est éphémère. Ouais. Donc, le concept d'éphémère, c'est que ça reste pas. Il est quand le prochain? Alors là, c'est la grande question. Le prochain devrait arriver donc soit cette année, soit début d'année prochaine. Actuellement, je travaille sur d'autres sujets que le concept store en tant que tel. Peut-être pour aller un peu plus loin dans cette idée-là, c'est que en fait aujourd'hui les créateurs mode émergents, donc c'est évidemment toujours la même chose. Le nerf de la guerre, c'est de vendre ses pièces pour pouvoir monétiser son travail et pouvoir se développer. Ça, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde. Ça, ce n'est pas que la création mode émergente. Ils y arrivent. Mais, ils y arrivent comme ils peuvent. C'est très compliqué. Aujourd'hui, la création mode émergente, c'est encore un marché de niche. C'est encore un marché qui a besoin de se faire comprendre. Parce qu'encore une fois, on est malheureusement l'univers, l'industrie de la mode tel dans lequel on est et depuis qu'on est tout jeune, on est un peu, je dirais, matrixé en fait dans ce domaine-là où aujourd'hui la valeur d'une pièce, d'un vêtement est corrélée en fait par la notoriété de la marque. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et en fait, il faut réussir à casser en fait ce truc-là en repartant du principe qu'en fait, la valeur d'une pièce doit se justifier par le savoir-faire du créateur, par le travail, la créativité de cette même personne. Et en fait, c'est tout un travail aujourd'hui de sensibilisation qui est en train de se faire. Donc là, j'ai commencé par les concept stores sur la partie purement B2C pour déjà commencer un peu à toucher le consommateur. Mais en fait, la réalité, c'est que l'objectif de Osm, c'est pas tant de vendre des pièces de créateurs, c'est de permettre à des créateurs de s'émanciper, de faire développer sa marque. Donc, je reviens en fait sur cette partie-là qui est l'essence même de Osm. Et donc pour cela, en fait, le vrai problème en fait chez les créateurs, enfin en tout cas de mon opinion et de ce que j'ai pu apercevoir et de ce que j'ai pu entendre en discutant avec eux, avec tous les créateurs avec qui je travaille, c'est pas tant l'aspect business, mais c'est la solitude. Donc c'est un sujet un peu plus sous-jacent auquel on pourrait pas forcément s'y dire c'est ça le problème à l'instant T, mais au final c'est un peu le problème de beaucoup d'entrepreneurs. Hein. C'est cette question de solitude. En fait, pour caricaturer, aujourd'hui un créateur, déjà avant, c'est plus un artiste qu'un entrepreneur. Donc ça, cette nuance a beaucoup d'impact. Et en fait, c'est une personne qui est tout seul dans son coin, dans sa galère, en train d'essayer comme il peut de monter sa marque. Et derrière, en fait, il est avec ses doutes, avec ses angoisses. Et donc l'idée, c'est comment aujourd'hui je peux répondre à cette solitude qui est la vraie première raison d'abandon d'une marque responsable aujourd'hui. Donc ça, tu fais quoi? Tu les accompagnes en créant un collectif finalement? Il y a cette notion de collectif aujourd'hui qui est bien plus importante qu'on ne le pense. Et aujourd'hui, je suis en train de plus de penser à comment je peux rassembler ces marques, comment ces marques pourraient travailler dans un seul et même endroit, avoir un quotidien où en fait la personne n'est pas seule. Et actuellement, c'est plus ça mon sujet. Les concept stores seront toujours là parce que ça fait partie de l'ADN de Osm, mais et dans cette question de rencontre, que ce soit entre créateurs ou entre créateurs, consommateurs ou passionnés, ça fait partie de l'ADN même, donc ça reste extrêmement important. Mais en tout cas, les sujets de cette année seront plus des sujets de fond en travaillant directement avec les créateurs.
Alors j'imagine que t'es pas censé avoir de préféré, mais je vais quand même poser la question. C'est qui tes créateurs ou créatrices favoris du moment dont tu as envie de parler aujourd'hui? Mes coups de cœur aujourd'hui sont déjà toutes les marques sélectionnées sur Osm, premièrement. Je me suis toujours promis de ne jamais mettre en lumière un créateur par rapport à un autre. Du coup, je ne vais pas vraiment répondre à ta question. Je vais faire ce qu'on appelle de la langue de bois. Non, plus sérieusement, en fait, aujourd'hui, il y a tellement de marques aujourd'hui auxquelles je suis extrêmement impressionné. Il y a des marques avec qui je travaille depuis des années maintenant, depuis plus de 5 ans, 6 ans aujourd'hui, qui sont toujours là, qui sont pour moi des piliers de l'upcycling avant même que le mot upcycling n'existe aujourd'hui. Donc oui, je vais citer des noms. Je peux parler de Maison Geneviève, je peux parler de La Fameuse, je peux parler de Forest Edition, d'Atelier Éveil Ludique. Des marques qui ont une créativité et une authenticité qui est vraiment impressionnante. Je peux citer Logan 3D, ou je peux citer Tanguy Michel par exemple. Voilà, on y vient. Voilà, il y en a. Merci. Je peux donner encore beaucoup de marques. Mais voilà, je pense que déjà j'en ai cité pas mal. Mais je pourrais encore en citer plein d'autres là. Et puis je peux parler de bijoux aussi. Je n'ai pas parlé de bijoux, comme par exemple le setback juste ici, qui est une créatrice avec qui je travaille, qui s'appelle Marguerite Bones. Je peux citer Daniel Karlikov, je peux citer Inès Pinault qui pareil fait partie des précurstrices, je sais pas comment le dire, précurseuses tout simplement en fait, de Osm, qui fait partie des toutes premières créatrices avec Osm. Donc voilà, je leur fais tous un petit bisou d'ailleurs. En tout cas, félicitations à eux et félicitations à toi pour créer cette discussion, ces synergies et sortir tous ces créateurs et créatrices finalement de cette solitude qui est un peu le lot de tous les entrepreneurs et beaucoup de projets en perspective. Donc, je vous souhaite bonne chance pour tout ça. Bénia, tu as eu le mot du début, mais tu auras aussi le mot de la fin. Est-ce que tu as des projets particuliers pour l'année 2024 et plus si affinité que tu aurais envie de nous partager? Extension de gamme, de marché, autre? Alors pour l'année 2024, c'est vrai que c'est une année qui s'annonce chargée. Nous, en fait, on pense sortir des collections sur plusieurs pays, donc des nouveaux pays qu'on n'a pas encore eu le temps justement de faire découvrir sous le format bougie. Donc ouais, les projets à venir là pour l'année 2024, ça va être sortir une collection sur un nouveau pays. Pour l'instant, je ne peux pas encore le dévoiler. Et peut-être potentiellement sortir aussi, vu qu'on est et on a la chance d'être le pays d'accueil des JO. Peut-être pourquoi pas une collection sur les senteurs de Paris avec un public touriste qui serait peut-être aussi content de pouvoir découvrir ça. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais je fais aussi partie en fait d'un label de créateurs. Donc c'est vrai que quand tu parlais justement de tout ce qui est solitude dans l'entrepreneuriat et tout, moi je trouve que c'est vrai que le fait d'être entouré par d'autres entrepreneurs ou d'autres créateurs, c'est hyper important. Donc moi je suis labellisée en fait par la ville de Paris, donc Fabriqué à Paris, qui permet en fait entre justement créateurs et artisans de Paris de pouvoir échanger en tant que créateur et aussi d'avoir des opportunités qui peuvent être liées aussi à la ville. Donc pourquoi pas cette année sortir une collection sur les senteurs de notre chère ville. On peut brainstormer un petit peu ville de Paris, qu'est-ce qu'on va mettre? Macaron? Surtout pas Porte de la Chapelle. Je pense qu'on a tous pensé, c'est pour ça que je me suis dit il faut qu'on illustre un petit peu ces propos. Mais ça va pas faire un petit peu short là, parce que les JO de Paris c'est quand même demain. Pas forcément. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait en tête depuis assez longtemps. Donc en vrai c'est juste une question de passer quelques petites commandes, mais c'est quelque chose qui peut être mis en place assez rapidement, et même c'est quelque chose que j'avais en tête depuis pas mal de temps, puisque c'est vrai qu'en décembre dernier j'avais fait un marché de Noël sur la place de l'Hôtel de Ville. Et du coup, en fait, pour la première fois, j'ai pu rencontrer énormément de personnes qui étaient du coup justement touristes de passage sur Paris. Et en fait, ils me disaient, c'est super ces senteurs et tout, mais où sont les senteurs de Paris aussi? C'est vrai, il y a un marché. Il y a quelque chose à faire aussi de ce côté, mais auquel j'avais pas pensé en fait justement avant. Donc non, c'est une idée qui va se concrétiser en 2024. Effectivement, les JO, c'est une belle opportunité. Et juste, donc, pour clarifier un peu, tu dis « on » aujourd'hui dans l'équipe. Comment est-ce que ton équipe est constituée? Alors du coup, aujourd'hui par rapport à mon équipe, donc déjà je suis associée, donc j'ai mon associé du coup Faza qui est en régie actuellement. Qui lui s'occupe de la partie tout ce qui est e-commerce, marketing en ligne, etc.
Et du coup, en fait, à l'heure actuelle, on est 2. Après, c'est vrai qu'on a pas mal de partenaires, donc, dont des hôtels justement chez lesquels on va récupérer des bocaux. On a aussi, pareil, en fait, un ESAT. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce type d'établissement. Les ESAT, ESAT. En fait, ce sont des établissements avec des travailleurs qui peuvent avoir un handicap physique ou mental, qui vont nous aider du coup justement pour tout ce qui est la partie tout simplement remise au propre des bocaux. D'accord. Et après, pareil, au niveau de tout ce qui est matière première, on fait très attention aux fournisseurs, donc avoir des fournisseurs français donc pour le parfum, et de pays comme le Sénégal par exemple pour le beurre de karité, ou de coopératives asiatiques pour le beurre de coco. Donc tous les partenaires sont sourcés avec une grande attention pour faire en sorte justement d'avoir un impact, et que ce soit dans la moindre des choses, comme justement une des composantes de la bougie qui peut justement avoir un impact pour quelqu'un d'autre derrière qui aura travaillé ce beurre de karité différemment. Donc voilà un petit peu la composition de l'équipe à l'heure actuelle. Et donc une équipe engagée vraiment à tous les points de vue. Et toi, Sofiane, du coup, chez Osm, Alors moi, vous êtes, tu es combien ? je suis tout seul, mais je suis extrêmement bien entouré. Que ce soit ma copine, que ce soit mes amis proches qui m'aident beaucoup, particulièrement sur les périodes de concept store. Du coup, j'en profite pour leur montrer ma reconnaissance d'une certaine manière. Je les remercie beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. On va devoir accueillir les prochains invités. Donc, merci beaucoup à Aurore, à Zeyna, à Sofiane, et on vous dit à bientôt. À bientôt, merci.